Lecture du livre Nos amis mortels, chapitre 12, Discours pour la Terre. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là, allongée au sol. La douleur a disparu, mais je n'ose pas bouger de peur de la réveiller. Pourtant, il va bien falloir que je me lève. Je n'ai aucune envie qu'on me surprenne dans cet état ou qu'on me pose des questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Allez, courage. Je bascule sur le côté et pousse doucement sur mes bras pour m'asseoir. À ma grande surprise, je ne ressens absolument aucune douleur. Je me lève, je m'étire, rien, je suis comme neuve. Dire qu'il y a quelques instants, j'étais blessée presque aux portes de la mort. Waouh, la capacité de guérison de cette combinaison est bluffante. Par contre, je sens toujours l'odeur du sang sur moi. Je me remets en mouvement, restant la plus discrète possible. Par chance, je ne croise personne et j'atteins rapidement mes appartements. La porte s'ouvre automatiquement. À peine entrée, je suis accueillie par une odeur délicieusement alléchante. Un plat est posé sur le plan de travail de ce qui me sert de cuisine, gardé au chaud sous une sorte de lampe. Dans l'assiette, il y a ce qui ressemble à des légumes, mais je ne reconnais rien. J'hésite un instant, puis mon ventre se met à gargouiller et ma bouche à saliver. Ok, je me rends. Je remarque des couverts à côté du plat et je cherche une chaise du regard. À peine l'ai-je pensé qu'un élément se détache du meuble sous le plan de travail pour venir se positionner pile derrière moi. D'accord, c'est génial ce système. Je mange mon plat en silence, ressassant cette folle journée. Je suis contente de n'avoir croisé personne car j'ai pris la décision de ne pas ébruiter l'attaque. Une partie de moi ne comprend pas cette décision, elle a quand même failli me tuer. Mais c'est plus fort que moi, je comprends intimement ce qu'elle a ressenti et pourquoi elle a réagi comme ça. Et c'est l'amie d'Anière. C'est le moins que je puisse faire pour elle. Dès que j'ai fini de manger, une trappe s'ouvre sur le plan de travail. Je suppose que c'est pour le débarrassage. J'y pose l'assiette et les couverts, la trappe se referme, la chaise reprend sa place, et je file dans la pièce au laser effrayant. Je m'échoue enfin sur le lit, épuisée, et je sombre dans le sommeil presque immédiatement. Je suis réveillée par de légers coups contre la porte. Le lien de Zali s'agite doucement dans ma tête comme pour me demander la permission de me parler. J'accepte bien sûr, même si je soupire un peu car j'étais si bien. « Bonjour Anna, pardonne-moi de te réveiller. Auriel m'a demandé de t'accompagner à une réunion importante, j'ai l'impression. » La curiosité me pousse hors du lit. Je me regarde rapidement dans le mur miroir, bien. Aucune trace de la raclée que je me suis prise hier. Si je n'y repense pas trop fort, personne ne le saura. Je m'approche et la porte s'ouvre sur Zali, toujours avec son humeur enjouée. « Bonjour Zali, tu sais de quoi il s'agit pour cette réunion ? » Je n'en sais pas plus que toi, mais ça a l'air excitant. Je rigole intérieurement. Sur Terre, les réunions n'ont jamais rien d'excitant, mais bon. Attends-moi, j'en ai pour 2 secondes. Elle opine d'un signe de tête. Je file dans la salle de bain pour la lasérification express. Je vérifie une dernière fois que je n'ai aucune trace de sang séché et je la rejoins. Direction Auriel et sa mystérieuse réunion. Je suis allée jusqu'aux étages supérieurs. Dans l'ascenseur, elle me lance un regard amusé, mais je l'ignore royalement. Je feins une assurance que je n'ai pas tout à fait, redressant les épaules. Elle me guide à travers plusieurs couloirs et doucement, je commence à ressentir la présence familière d'Auriel. Zali ouvre une porte et je découvre une pièce qui ressemble en tout point au dôme où j'ai pu admirer l'espace, mais en plus petit. Une dizaine de veilleurs tout au plus pourraient y tenir. Dès que je franchis le seuil, le sol semble s'enfoncer moelleusement sous mes bottes et la lumière y est douce. Je m'y sens immédiatement bien, en paix, comme enveloppée dans du coton. J'ai même l'impression de respirer à nouveau, réalisant à peine que mon souffle était resté bloqué jusque-là. C'est dingue! Auriel est assis au milieu de cette pièce ovale, à même le sol, et nous invite d'un geste à l'imiter. Nous nous exécutons aussitôt.
Le sol est d'un confort surréaliste et épouse parfaitement les courbes de mon corps. Bienvenue Anna, bienvenue Zali. Merci de m'avoir rejoint si rapidement. Il marque une pause, son regard bleu intense se pose sur moi. Anna, cette salle est spéciale, tout comme celle que tu as découverte auparavant. Tout ici est conçu pour ouvrir et offrir une reliance plus forte à la grande intelligence. On vient ici pour méditer, se ressourcer ou apprendre à reconnaître son propre langage intérieur avec elle. Le but, bien sûr, est d'y parvenir naturellement sans avoir besoin d'un lieu spécifique. Je vous ai fait demander car une réunion va avoir lieu concernant la Terre. Zali, tu es passionnée et tu possèdes énormément de connaissances sur cette planète et son histoire. Anna, ton expérience récente sur le terrain est extrêmement précieuse. Avec plaisir, si je peux aider au sujet de la Terre, c'est ok, répondis-je avec ferveur. Moi de même, ajoute Zali avec son enthousiasme habituel. Auriel semble apprécier notre réaction. Pourtant, son expression devient plus sérieuse. Avant d'aller à cette réunion, j'ai plusieurs choses à te dire, Anna. Des fragments de l'histoire de ta planète vont être évoqués, ainsi que des informations sur d'autres êtres. Plusieurs représentants seront aussi présents, certains avec des formes physiques, d'autres plus vaporeux, voire subtils. Il est même possible que ta conscience masque délibérément certains de ces êtres afin de préserver ton chemin d'âme et de ne pas trop le perturber. Une information peut être dévastatrice si la conscience n'est pas prête, même s'il s'agit d'une bonne information. Sache que tu as mon soutien plein et entier si tu souhaites faire une pause ou quitter la réunion. Ce sera tout à fait possible et compréhensible. Je comprends, Auriel. Merci de m'avoir prévenu, mais je suis prête. Je le pense vraiment. Une force nouvelle m'anime, une détermination farouche à défendre la cause de mon peuple, les Terriens. Au fond de moi, une pensée s'installe. C'est peut-être pour porter cette voix dans cette réunion précise que je suis dans ce corps. Je regarde Auriel. Alors, où est cette fameuse réunion? On y va en vaisseau? Il me regarde amusé. Nous n'allons pas bouger d'ici. J'ouvre de grands yeux étonnés. Comment ça? Pour toute réponse, il ferme les yeux. Suis-moi. Zali a déjà les yeux fermés et je les observe avec curiosité. Je sens l'atmosphère bourdonner comme une vibration et une énergie chaude dans mon corps monte en puissance, m'emportant avec elle comme une vague. Je me retrouve dans ma tête, à côté du panneau de contrôle imaginaire où sont connectés Auriel et Zali. D'ailleurs, je vois leur lien branché passer par une sorte de porte. Une porte banale d'un verre vieilli qui disparaît dans un endroit baigné de lumière. Je m'y sens attirée, perdant totalement conscience de mon corps dans cette salle. Arrivé devant cette lumière, je tends la main pour la toucher, mais rien ne se passe. Par contre, c'est absolument magnifique. J'ai envie de la traverser, de suivre ses liens, et mon corps agit sans mon ordre, me laissant totalement enveloppée par cette clarté. Doucement, elle se dissipe, laissant entrevoir une grande table ronde blanche, avec une vingtaine de chaises tout autour, sans aucun pied, comme en lévitation. Je peux voir aussi maintenant clairement un sol gris clair et tout autour, en cercle, une immense baie vitrée donnant sur une clairière fleurie. La vue est époustouflante. Elle me donne un sentiment de tranquillité et de paix. Zali m'observe et sourit devant mon air ébahi. Le grand lion blanc, par contre, est en discussion avec un être plus grand que lui, ce que je ne pensais pas possible. Je le vois de dos. Son corps est immense et d'une finesse incroyable, presque irréelle, comme une tige de verre étirée.
Il porte une combinaison grise, sobre, mais élégante. Ses cheveux et sa peau sont aussi blancs que la neige et dégagent une sorte de halo apaisant. Sentant mon observation, il se retourne vers moi et me sourit. Son visage est humanoïde avec des traits parfaits, comme finement ciselés. Ses yeux, par contre, sont d'un jaune doré intense, profond et brillant. Il est magnifique. Je sens d'autres présences dans la pièce, mais je ne les vois pas. Je regarde partout, mais rien, ce qui me perturbe atrocement. J'ai l'information qu'ils sont là, mes yeux ne les voient pas et ma conscience ne comprend pas. Je sens que ces êtres curieux m'observent aussi, mais avec bienveillance, ce qui me détend légèrement. La voix d'Auriel se fait rassurante dans ma tête. C'est normal que tu sentes des êtres sans les voir. Certains n'ont juste pas de forme, d'autres ne te sont pas accessibles pour une raison ou pour une autre. J'acquiesce d'un signe de tête et observe de nouveau la salle. D'autres êtres humanoïdes, très pâles, eux aussi, nous ont rejoints. Ils sont de différentes tailles, avec des tenues très colorées pour la plupart, mais sans fioritures. Ils ont l'air d'être tous en discussion et je me demande d'ailleurs comment c'est possible de communiquer à plusieurs. Je ne m'étais pas posé la question jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que c'est instinctif. Je me rappelle que je l'ai fait sans y penser avec Zali et Auriel tout à l'heure. C'est comme si la conscience ciblait instinctivement l'interlocuteur. Je suis fascinée par cette assemblée remplie d'êtres habitant sur d'autres planètes. Je n'en reviens pas. La grandeur de l'univers m'impacte plus clairement à présent. Et encore, je pense que c'est qu'une infime partie. Un groupe apparaît soudainement sur ma droite. 3 personnes. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Des humains de la Terre ? Oui, physiquement, c'est exactement ça. Mais à l'intérieur, je ressens une différence flagrante. Leurs yeux possèdent une profondeur inhabituelle et ce qu'ils dégagent ne ressemble en rien à ce que je connais. L'un d'eux, surtout, semble déborder de suffisance comme si elle détenait tous les savoirs de l'univers à lui seul. Une vraie tête à claque, quoi. J'ai dû le penser plus fort que je le voulais car son regard se fixe instantanément sur moi, me figeant sur place. Il me scrute en fronçant un sourcil, une observation glaciale qui me met terriblement mal à l'aise. Chaque endroit où ses yeux se posent me donne des frissons. Heureusement, son analyse est coupée par le grand être à la combinaison grise que j'avais remarqué en arrivant. Sa voix douce résonne dans ma tête comme une caresse. Merci à tous d'être venus. Je vous invite à prendre place afin que nous puissions commencer. Tous les êtres s'installent et je les imite immédiatement. Certaines chaises restent vides en apparence et je suppose que les entités invisibles s'y trouvent. C'est une sensation extrêmement étrange. Ce qui me perturbe aussi, c'est l'absence de sensation physique. Je sais que je suis assise, mais je ne ressens pas le contact du siège. C'est logique puisque je suis dans ma tête, mais mon esprit cartésien a vraiment du mal à digérer l'idée d'une réunion intergalactique de ce genre en plein milieu de mon cerveau. Mon regard est alors attiré par une pierre étrange posée au centre de la table. C'est un pilier octogonal d'une 20aine de centimètres, assez large. La voix douce reprend. Nous savons que la communication au sein d'un groupe peut être délicate et fatigante. Afin de permettre d'échanger facilement avec l'assemblée entière, vous êtes libre d'utiliser l'outil au centre de la table qui transmettra votre message à tous. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce procédé, d'autres le découvrent, dit-il en me lançant un bref regard. Il vous suffit d'émettre l'intention de communiquer vers la pierre et la plus grande, en vous, fera le reste. La plus grande, encore un nouveau terme pour la même chose ? Une fois qu'il s'est assuré que tout le monde était prêt, il continue. Comme cela est permis à tous, on nous a demandé une audience afin de discuter d'un sujet particulier et important.
la planète appelée Terre par ses habitants. Je laisse la parole à celle qui a sollicité cette rencontre. Une femme, du même peuple que le grand être, avec la même grande chevelure blanche, se lève. Elle m'inspire tout de suite de la sympathie et de la bienveillance. Comparée à son homologue masculin, elle porte aussi de longs cheveux blancs, mais elle est plus petite en taille. Sa silhouette est fine et athlétique, avec des muscles longs et dessinés qui suggèrent une grande agilité. Sa peau est elle aussi blanche, et ses yeux par contre sont d'un vert émeraude profond. Sa voix dans ma tête est agréable mais ferme. On ressent toute sa détermination. Merci d'avoir répondu présent à mon appel. Merci à la plus grande d'avoir rendu cela possible et de m'avoir inspiré l'idée. J'ai demandé à vous retrouver ici pour effectivement parler de la planète dite Terre par les locaux. Je sais que beaucoup ici présents ont des frères et sœurs incarnés là-bas ou en fusion. Beaucoup de peuples sont d'ailleurs invités par la plus grande à accompagner discrètement les êtres humains là-bas pour leur apprentissage. La plus grande, elle-même, augmente son amour à chaque instant pour eux et les alentours. Sa vague d'amour réveille et accompagne les consciences vers eux-mêmes et vers elle, en eux. Vous savez aussi que d'autres peuples se sont donnés comme mission d'être les gardiens du seuil, comme ils aiment se nommer, mais nous savons parfaitement qu'ils profitent et usent de stratagèmes afin de garder une emprise malgré le changement de cycle et d'énergie, sous couvert d'œuvrer pour le grand plan. Elle marque une pause, son regard vert balayant la pièce. Je ne peux parler que pour moi, mais je sens que cela va trop loin. Sentant le changement de cycle arriver, ils ont mis en place des actions afin d'éprouver un maximum de terriens. Nous connaissons tous les lois du grand tout. Nous n'agissons que sur son appel, et justement, mon cœur me dit de les accompagner de manière égale à l'action des gardiens du seuil, d'agir d'une manière, nous aussi, plus prononcée. Je voulais donc vous questionner à ce sujet. J'observe la femme se rasseoir. Waouh, j'ai absolument rien compris, mais tout mon être salue sa demande. L'humain, au regard perfide du début, se lève et fait un horrible bruit de gorge pour attirer l'attention. J'aimerais me prononcer à ce sujet. Pour ma part, pour notre part même, dit-il en désignant ceux qui l'accompagnent, nous observons que les gardiens du seuil effectuent avec brio leur mission. L'air que traversent les terriens est la transition de l'extérieur vers l'intérieur afin de se relier au grand salut à l'intérieur d'eux-mêmes et de le transposer, d'œuvrer avec lui à chaque instant dans leur vie incarnée. Les gardiens du seuil permettent aux terriens d'aller en eux en bousculant leurs repères. Mais les terriens ne comprennent pas. Ils n'écoutent pas le grand salut. C'est pour cela qu'ils souffrent. Donc les guerriers doivent aller encore plus fort jusqu'à leur point de rupture. Agir et les soulager ne leur permettra pas d'apprendre et ils referont les mêmes erreurs, tomberont dans les mêmes pièges. Nous conseillons pour notre part de laisser faire. La femme reprend immédiatement. Les terriens ne réagissent pas car leur expérience est faussée. Les remontées de terrain démontrent des manipulations psychologiques, énergétiques, hormonales, génétiques sur eux-mêmes et sur l'environnement, et j'en passe. Cela a totalement compromis leur expérience. Un accord a été conclu de non-ingérence physique, mais ils en ont profité et abusent de cet accord. La voix huileuse et dégoûtante de l'homme revient dans ma tête. Mais remonter à moi démontre que le terrien est encore à un stade primaire de son évolution, rempli de violence et de haine. Oui, les gardiens ont mis les choses en place, mais ils respectent toujours la justesse des lois. Les terriens ont toujours le choix. Et ils sont aussi uniquement traités comme ils le font autour d'eux, c'est-à-dire sans conscience. Regardez comment ils agissent et respectent les cadeaux du grand salut. Comment ils traitent les animaux dans leur immense ferme. Ils modifient génétiquement des êtres vivants et des plantes pour leur profit. Ils empoisonnent les eaux, les insectes, la terre et eux-mêmes pour de la rentabilité. Ils jettent des fruits et des légumes pour une esthétique alors que leurs propres frères ont faim. Ils gaspillent l'eau alors que leurs frères ont soif.
Ils acceptent d'être dans un système qui exploite pour leur propre confort personnel. Ils prennent possession de la terre et de ses cadeaux alors qu'elle offre à tous. Ils forcent et détruisent toutes les pensées différentes. Ils exterminent tout ce qui n'est pas la norme choisie. Ils regardent leurs frères et sœurs dormir dehors dans le froid, rentrant chez eux dans leur confort illusoire. Ils les envoient à la mort dès l'enfance pour des profits. Ils prennent possession des corps pour leur plaisir personnel et j'en passe. Vous le savez aussi bien que moi tout ça. Les gardiens respectent la justesse et font seulement les mêmes actions qu'eux, jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Qu'ils se rendent compte qu'ils ont toujours le choix pour qu'ils se libèrent et retournent vers le grand salut. Je suis sous le choc. Des larmes coulent sur mes joues. Oui, je peux pas le nier. Ce qu'il a dit se passe bien sur terre, mais il n'y a pas que ça. La femme reprend. Vous ne dites qu'une infime partie, un faible pourcentage. Et encore dans cette vision, beaucoup sont dans de belles énergies. Ils aident, aiment, partagent, accompagnent. Prenez le temps de visualiser toutes ces âmes prêtes à la suite malgré les actions et les modifications des gardiens du seuil. Ces derniers ont outrepassé l'accord et ont tout fait pour bloquer leur évolution en connaissant parfaitement leur cycle naturel. Ils ont œuvré pour cette nouvelle grande guerre et poussent de nouveau les terriens à utiliser leurs armes. Ce sont les terriens qui actionnent leurs armes, pas les gardiens, rétorque-t-il. Ils ont constamment le choix. C'est eux qui tuent leurs frères et sœurs. Si tous, unis, disaient non, ce serait la fin en quelques secondes. On les a laissés faire exploser leurs 2 bombes afin qu'ils apprennent les effets. Et est-ce que ça les a stoppés? Combien de fois on a dû agir et désactiver leurs armes afin d'éviter un impact sur eux, sur les planètes aux alentours, que ce soit physique, énergétique ou dimensionnel? Ils n'apprennent pas, ils oublient. Nous proposons qu'encore aujourd'hui, nous les laissions libres. S'ils utilisent leurs armes, nous les laissons faire, en protégeant bien sûr les autres dimensions et les planètes comme lors de la dernière explosion. La femme reprend, la voix serrée. Mais cela va faire des milliards de morts, des âmes chamboulées et perdues et énormément de délais supplémentaires pour leur évolution. Oui, en effet. Et peut-être que les survivants feront mieux que la dernière fois. Quoi? Comment ça la dernière fois? Je peine à comprendre, ou du moins j'espère avoir mal compris, et il propose de laisser les bombes exploser et de faire des millions de morts. Les visages de tous mes proches passent dans ma tête. Je les vois souriants, je vois Léa, Lucas. Non! Je me lève d'un bond, poussant la chaise derrière moi. Tous les regards se tournent vers moi. Je suis prise au dépourvu, je me suis levée, ne sachant pas trop quoi dire exactement. L'homme pro-extermination me regarde en souriant. Mon regard rempli de dédain lui répond et je comprends qu'il s'attend à ce que je m'emporte, que je lui donne raison sur la violence des terriens, sauf qu'on est bien plus que ça. Il voit le changement dans mes yeux et son sourire disparaît. Bien. Je prends le temps qu'il faut, ainsi qu'une grande inspiration. Je fixe mon attention sur la pierre afin qu'elle partage ce que je souhaite dire et je laisse les mots sortir. Beaucoup d'entre vous doivent savoir que je ne suis pas une veilleuse ordinaire. Il y a peu, ma vie était encore sur Terre et ma conscience est là aujourd'hui parmi vous, grâce à Anya qui me laisse m'exprimer. Je me tourne vers l'homme au regard perfide. Ce qu'il dit est vrai. Je sens l'étonnement parcourir la salle. En entendant ces mots, j'ai revu tout ce qu'on fait subir aux animaux, aux océans, à la terre, à l'eau, aux insectes, aux plantes, à la planète, aux autres, à nous-mêmes. Est-ce de l'inconscience, de la paresse, de l'habitude ou autre chose? Ça n'a pas d'importance, nous n'avons aucune excuse. Nous traitons avec ingratitude les cadeaux de la vie. Et aujourd'hui, en prenant conscience de tout ça, j'aimerais demander pardon. Pardon en mon nom d'abord, mais si cela m'est accordé, au nom de chaque terrien ayant existé, qui existe et qui existera. À ces mots,
Une grande chaleur envahit tout mon être. J'ai l'impression que mon corps devient entièrement incandescent. Je demande pardon, au nom des terriens, au règne minéral. Je demande pardon, au nom des terriens, au règne végétal. Je demande pardon, au nom des terriens, au règne animal. Je demande pardon, au nom des terriens, à notre si belle planète. Pardon aux éléments, à la terre, au vent, au feu, à tout ce à quoi je ne pense pas à cet instant. Je demande pardon à moi-même et aux autres êtres humains. Nous sommes les premiers que nous avons trahis par nos choix et nos actions. Je demande pardon à tout ce qui a existé, existe ou existera, visible ou subtil, connu et inconnu. Je vous demande pardon, au nom des terriens, à vous, frères et sœurs d'autres planètes, pour les torts causés, s'il y en a eu dans l'histoire. Je ressens une immense émotion dans la salle. J'ai l'impression que cela touche beaucoup de monde, mais je ne peux pas arrêter le flot de mots qui monte en moi. Oui, ce qu'il a dit est vrai, mais ce n'est qu'une infime partie de ce que nous sommes. Beaucoup d'entre nous font le choix d'aider, de libérer, d'écouter, de défendre, de secourir, de donner, de construire, de créer, de parler, de dénoncer, d'agir, de partager, de s'ouvrir, d'aimer, de soutenir, de soigner, d'accompagner, de sauver. En disant cela, des images défilent dans ma tête, des situations d'entraide, de solidarité, de rire, des mains tendues. Ce flot est trop puissant pour mon corps et des larmes coulent de nouveau, mais cette fois-ci devant la beauté de toutes ces personnes qui œuvrent pour apporter plus de splendeur dans ce monde. Voilà qui nous sommes. Et nous arrivons quand même à partager cette bonté d'âme alors que le jeu est faussé, de ce que j'ai compris. Alors imaginez si nous étions juste libérés de cette influence bloquante. Pas d'intervention physique, c'est ça, mais visualisons ensemble que ces gardiens acceptent de s'éloigner et nous laisser grandir sans leur influence. Je pense que l'avenir serait beaucoup plus lumineux. Fin du discours. Mon souffle est court. Je les observe et je les ressens tous impactés par mes mots. Mon corps est redevenu normal, mais une grande fatigue m'envahit d'un coup. Comment est-ce possible alors que techniquement je ne suis même pas là physiquement? Merci pour ce discours éloquent, reprend le géant aux cheveux blancs. Sachez que cela arrive rapidement, le départ des gardiens du seuil. L'univers suit un cycle rythmé par le pur amour, comme une expiration et une inspiration, une vague qui avance et recule. Cela permet l'apprentissage, et là la Terre et ses dimensions bénéficient de cette expiration, d'une vague de pur amour, et les gardiens ne peuvent pas rester. Ils ne sont d'ailleurs plus là, physiquement pour la plupart. Ils sont peut-être encore en fusion à des postes de pouvoir stratégiques, mais leur action se raréfie. La plupart des décisions sont maintenant prises par les terriens eux-mêmes, sans influence aucune. Je rebondis aussitôt à ces propos. Je comprends, mais j'ai l'impression qu'ils veulent tout détruire en partant comme un bouquet final de feux d'artifice. Même s'ils sont moins présents, ils ont mis en place quelque chose de faussé. N'est-il pas possible de pousser les gardiens de je ne sais quoi plus vite vers la sortie et de permettre aux terriens d'évoluer sans leur influence? L'horrible voix de l'autre humain résonne violemment dans ma tête. Je ressens sa colère sourde, mais aussi autre chose, comme de la douleur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne doit pas agir. Cela doit venir de l'intérieur des terriens d'eux-mêmes. C'est à eux de reprendre le pouvoir. C'est à eux de dire non et de choisir. Et il crie ces derniers mots. Estimez-vous chanceux. Vous n'avez pas à vous battre physiquement. Nos peuples ont dû être plus véhéments pour reprendre le pouvoir. Pour vous, c'est dans le subtil, à l'intérieur. Votre souffrance est émotionnelle. La nôtre a été physique. Je reçois sa douleur comme des poignards en plein cœur, ce qui me provoque une immense compassion pour lui. Mais je me demande, s'il a vécu l'emprise des gardiens, pourquoi est-il d'accord pour que ça continue chez nous?
quitte à exterminer un peuple entier. Je suis interrompue par une voix invisible, je ne sais pas d'où elle vient. Je souhaite rappeler ce qui s'est passé la dernière fois quand nous avons agi sur une planète voisine de la Terre. Ils l'ont détruite, elle et ses habitants, impactant tout le système et créant des catastrophes sur plusieurs planètes et dimensions. Je me rassois, complètement choquée. Ils ont détruit une planète entière, des habitants, des familles. Je me tourne vers Zali, je dois absolument en savoir plus. Devant mon regard, elle finit par céder et m'explique. Dans l'histoire que vous appelez votre système solaire, il y avait plus de 8 planètes. En cette période, les peuples étaient tous autorisés à aller sur les différentes planètes pour transmettre un savoir. C'était le cycle décidé par la grande intelligence. Sauf que sur plusieurs mondes, petit à petit, au lieu de transmettre, certains êtres ont décidé de posséder. Il nous a fallu du temps pour nous en rendre compte. Ils étaient savamment organisés, investis physiquement et plus encore. Leur action était contraire aux lois de l'univers. Elle marque une pause, l'air grave. Il a été décidé d'agir, d'abord avec diplomatie, mais l'échec de cette approche a amené une guerre. Une guerre qui s'est achevée avec la destruction d'une planète entière, un monde recouvert majoritairement d'eau. L'onde de choc a perturbé tous les plans, impactant toutes les planètes autour. Beaucoup sont devenus inhabitables en surface. Les consciences des planètes ont été soufflées, désharmonisées, traumatisées. La Terre n'y a pas échappé. Outre l'impact énergétique et dimensionnel, vous avez eu des débris et des pluies qui ont provoqué une importante montée des eaux, détruisant plusieurs villes et civilisations. Tous avaient été informés par la grande intelligence pour partir. Certains n'ont pas entendu ou n'ont pas eu le temps, d'autres n'ont pas voulu. Il y a eu des survivants, bien sûr, et les terriens actuels sont leurs descendants. Zali baisse la voix. Il y a eu beaucoup de pertes. À la fin, les âmes ont été accompagnées et il a été convenu de ne plus intervenir physiquement. Seule l'aide intérieure est autorisée, à son seul appel. C'est là qu'ils ont pris le nom de gardiens du seuil et décidé d'accompagner les âmes comme nous le faisons. La seule condition de leur départ est la demande libre et consciente des habitants. Quand l'âme incarnée reprend son pouvoir, qu'elle se reconnecte à la grande intelligence, ils partent. Il aura fallu des milliers de vos années pour que tout revienne s'aligner et que tout soit de nouveau dans son cycle naturel. Je regarde à nouveau l'homme au regard perfide. Ses yeux ont changé. Il est loin, perdu dans ses souvenirs. Je ressens d'ici sa douleur. Et là, je comprends, c'est son histoire. Son peuple qui a été victime de cette affreuse guerre. Ces mots qu'il prononce pour demander de ne pas intervenir, ce sont les mots qu'il aurait aimé dire à l'époque. Il se dit que s'il avait argumenté pour une non-intervention au lieu de demander de l'aide, sa planète existerait toujours. C'est une lourde culpabilité qu'il porte encore. Peut-il vraiment être objectif avec un tel traumatisme? Le peuvent-ils tous? Même Auriel semble perdu dans ses pensées. Moi qui croyais qu'en étant relié à la grande intelligence, ils pensaient tous pareil, mais je me suis trompée. Ils sont tous différents. Est-ce une bonne chose? Peut-on vraiment leur laisser autant d'influence sur nous? Je comprends un peu mieux ce concept de retrouver son pouvoir et cette unicité reliée à une intelligence plus grande, comme un chef d'orchestre cosmique guidant les instruments vers une parfaite symphonie. Notre rôle est peut-être d'être à l'écoute pour jouer la note juste, sans se faire influencer par un instrument qui décide de faire sa propre musique ou par un bruit extérieur. Mais c'est fou, il faudrait déconstruire tout ce qu'on a appris. Rien que le principe des élections, c'est donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il faudrait tout repenser. Les discussions ont continué pendant que j'étais dans mes pensées.
Le géant à la chevelure blanche coupe mes réflexions. Voilà ce qui est proposé. Nous sommes conscients que certaines épreuves font partie du grand plan. Ce qui paraît terrifiant aux yeux de l'être est peut-être un cadeau du pur amour. Nous allons donc le laisser nous partager ce qu'il souhaite de nous pour le servir. Quoi ? M'étonnai-je en me relevant. C'est tout ? La guerre atomique ferait des milliards de morts et vous allez juste attendre ? Il y a des influences extérieures qui créent tout ce chaos et c'est ok. Nous suivrons le plan du pur amour, me dit-il de manière solennelle et douce. Nous lui faisons confiance. S'il souhaite que nous agissions, il nous le dira. Je suis sur le cul. J'aurai leur technologie, j'aurai déjà libéré la Terre de ses faux gardiens, et d'ailleurs du seuil de quoi ? Tout le monde est déjà levé et commence à disparaître. Je n'ose pas bouger, je reste là, tête baissée, les poings serrés sur la table. Je sens la colère monter contre eux et contre moi. Je pensais que cette réunion donnerait du sens à ma présence ici, mais rien n'a changé. Et la guerre, la souffrance existent toujours sur Terre. La voix huileuse de l'autre humain revient me piquer. S'ils arrivent à vous corrompre, c'est que vous êtes corruptible. Oh bordel, je vais me le faire. À peine je lève la tête qu'il disparaît avec un sourire. Il a dû louper la leçon sur la bienveillance, celui-là. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Maintenant, il ne nous reste plus que nous. Auriel me regarde comme si j'allais me briser en mille morceaux. Ça va être sûrement le cas. Mais si je le fais, j'explose tout avant. Le décor change. Je reviens dans ma tête, puis dans mon corps. Enfin, dans celui d'Anya. Il me faut du temps pour revenir. Je me sens coupable, j'aurais pu faire plus. Je pense à tout ce que j'aurais pu dire ou faire. Anna, tu vas bien ? La voix douce d'Auriel me réchauffe. J'ouvre les yeux sur le grand lion blanc. Il est majestueux, on dirait même qu'il rayonne de plusieurs couleurs autour de lui, c'est magnifique. Souhaites-tu sortir de cette salle et venir avec nous ? Boire une boisson chaude et discuter ? Sa sollicitude me touche, mais je me questionne sur ce que je veux vraiment. Non, merci, j'ai besoin de rester seule. Oui, j'ai envie de rester là et d'être seule. Pourquoi, je ne sais pas. Pour me morfondre, sûrement, ou chercher d'autres solutions. Mais je sens que c'est ce qu'il me faut. Ils partent en silence, respectant mon choix d'être seule. Tout tourne dans ma tête, tout s'embrouille entre ce que je connais et ce qui vient d'être dit. On est quoi, du coup ? Juste une expérience qu'une entité a créée pour tromper l'ennui ? Elle crée, elle mélange, elle secoue et elle regarde le résultat ? Et puis, il y a tout ce chaos, certes, dont on est responsable, mais avec un gros coup de pouce de ses gardiens, j'ai l'impression. Et tous ces autres peuples dits reliés à l'amour pur, expliquant que les catastrophes font partie de l'expérience. Ils nous ont laissé faire exploser des bombes nucléaires, faisant plus de 120 000 morts alors qu'ils auraient pu agir. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une certaine responsabilité ? Et comment leur faire confiance par la suite, sachant qu'ils sont guidés par une énergie invisible qui peut très bien être leur propre pensée ou leur ambition, qui peut-être même n'existe pas ? Certains se sont même détournés de leurs lois pour exploiter des peuples. Alors qui me dit que ceux-là feront différemment ? Comme quoi, technologie ne veut pas forcément dire grande conscience. La preuve avec ces gardiens et leurs armes tueuses de planètes, c'est complètement dingue. Ils ont détruit une planète entière. Ma tête va exploser. Toutes ces informations sont folles. Leur point commun à tous, l'excuse à toutes leurs actions et leurs décisions, passe par cette fameuse grande intelligence. Ok alors, à nous deux. Elle est en chacun de nous, c'est ça ? Eh ben c'est parti. Je ferme les yeux et j'essaye de faire le vide comme les tutos de méditation sur Terre l'expliquent. Mais des milliards de pensées, d'images et d'émotions m'assaillent. Plus je les repousse, plus elles reviennent. Ça m'agace et ça me frustre terriblement. Bon, pour l'instant c'est un échec. Je me force à respirer et à me calmer,
consciente que je n'arriverai à rien comme ça. Au bout de ce qui me paraît des heures, j'abandonne. Tout ce que j'ai gagné à chercher le contact, c'est un résumé d'images horribles dans ma tête qui essaient de me faire peur et de m'angoisser. J'ai pensé avoir réussi un moment car j'ai senti une belle sensation et vu une lumière douce, mais mon instinct me disait que c'était bidon. Exaspérée, je m'allonge sur le sol moelleux et je me mets à crier de frustration. « Ok, grande intelligence, j'abandonne !» Mais juste pour aujourd'hui, finis-je dans un souffle. Pathétique. Je parle toute seule en essayant de me relier à une énergie cosmique invisible. Sérieusement, Anna. J'inspire à fond et j'essaie de me détendre. Je n'ai ni envie de bouger, ni de sortir de cette pièce. Ce n'est pas ma place. Je n'ai rien à faire ici. Je squatte en attendant qu'on me déloge ou que je disparaisse. Dans un souffle venu du cœur, je dis « J'ai envie de voir la Terre ». En exprimant ce besoin, j'active le dôme. Comme dans l'autre salle, la lumière diminue et disparaît. Me revoilà totalement immergé dans l'espace et devant moi, ma sublime Terre. Je sens toujours le sol moelleux dans mon dos et seul cet ancrage me dit que ce n'est pas réel, que c'est juste une projection. Je m'y crois vraiment pourtant. Complètement flottante dans l'espace, je vole. Je m'approche doucement vers la Terre. Je suis dans l'espace et je vole. Je lâche un rire nerveux tant cette situation est improbable. Je profite de cette sensation de légèreté, de liberté. Je me rapproche de cette belle et grande planète et elle est magnifique. À part la multitude de débris et de satellites qui tournent autour, ça c'est immonde par contre. On a même réussi à salir l'espace. C'est fou. J'esquive quelques débris et j'entre dans l'atmosphère. Je commence à voir les différents territoires qui parsèment ce bleu gigantesque. Je vois aussi les nuages qui se sont formés, parfois en tempête ou en cyclone. Je peux voir de l'orage là-bas, tout au nord. Mais je vois aussi des choses inhabituelles comme des éclats de lumière qui parsèment le paysage. Ce ne sont pas des lumières de ville, ce sont des flashs, bref, comme des étincelles qui percent l'atmosphère. C'est la guerre vue d'en haut. Je continue de voler, me rapprochant toujours plus du sol. Je suis totalement dans le ciel, zigzagant entre les nuages qui ressemblent à de la barbe à papa géante. C'est une sensation incroyable. Tout ce chaos qui me pesait tout à l'heure semble avoir disparu. La joie me remplit d'un coup, une joie pure, enfantine. Je m'évade, je m'amuse, j'oublie tout. Je ne suis plus Anna, la mère inquiète, ni l'étrangère, je suis un oiseau, agile et rapide. Je bascule sur le côté, sentant l'air glisser sur ma peau avec une fluidité parfaite. Je pique du nez devant une falaise de montagne abrupte plongeant vers le vide à une vitesse vertigineuse. Mon cœur rate un bond, mais c'est une peur délicieuse. Les sensations sont réelles et irréelles en même temps. Au dernier moment, juste avant de toucher l'eau qui miroite en bas, je me redresse. Je frôle la surface, sentant presque les embruns invisibles. Puis je remonte en flèche dans un looping serré. Je fais des pirouettes, je tourne sur moi-même, je redescends en spirale. Je suis totalement libre. Je n'ai plus de poids, plus de gravité, je plane au-dessus d'une forêt dont les arbres ressemblent à de la mousse verte. Puis je remonte percer un nuage ressortant de l'autre côté. Chaque mouvement de ma pensée devient une trajectoire dans le ciel. Je ris aux éclats, un rire nerveux et libérateur. C'est totalement improbable, tellement fou. Je vole. Je profite de chaque seconde de cette légèreté, de cette liberté. Le monde est immense, silencieux. Et pendant quelques instants, il est tout à moi. Au loin, mon regard est attiré par un point sombre. Un attroupement. Des humains ? Ma trajectoire se stabilise. Je suis plus proche d'eux maintenant. Ma joie de tout à l'heure s'envole instantanément. Des militaires. Un flashback macabre menace de surgir dans ma tête, mais je le chasse.
Il est remplacé par une curiosité. De toute façon, je suis dans ma tête, c'est sûrement un rêve, alors si je peux voler, je peux aussi être invisible et les suivre. Pleine d'assurance, je m'approche d'eux. Ils se dirigent vers une sorte de complexe militaire. Le décor est rustique et spartiate. 2 grands containers de fret de couleur vert kaki encadrent l'entrée, faisant office de murs et de postes de garde. Au centre de cette cour improvisée se dresse un mât portant le drapeau tricolore. À sa base, un petit mémorial en pierre sombre entouré de bordures blanches semble rendre hommage à la France et son armée. Derrière, on aperçoit des bâtiments modulaires blancs, des sortes de préfabriqués recouverts d'une bâche de camouflage pour se protéger et se cacher. Les hommes que je suis ont des uniformes entièrement noirs, les mêmes que ceux croisés dans mon ancienne vie. Je plane juste au-dessus de leur tête et j'avais raison, je suis totalement invisible. Je décide alors de ne plus les suivre et de visiter par moi-même, toujours en volant. Pour le plaisir, je passe même au travers d'une porte, puis d'un mur, rien ne m'arrête. Pour l'instant, rien de bien passionnant. Des militaires avec le même uniforme noir et le même écusson. Des hommes avec la coupe de cheveux réglementaire rasée de près. Des femmes avec les cheveux strictement attachés, tous ont cet air froid et vide. Je continue mon espionnage, ne trouvant rien d'intéressant ici. J'essaye par en dessous. Je fonce vers le sol, traversant plusieurs étages dans une chute silencieuse, jusqu'à ce qu'une ambiance différente m'interpelle. Je sens qu'ici, ça va être beaucoup plus intéressant. L'atmosphère est glaciale, comme si je n'étais pas du tout la bienvenue, c'est même franchement effrayant. Je continue mon exploration et découvre une salle avec un écran géant comme un cinéma immense. Sauf que sur les fauteuils, il y a des sangles et au-dessus un système complexe qui, je pense, doit se poser sur la tête. Mais ils font quoi ici? Ils attachent les gens et les forcent à regarder des trucs? Dans une autre pièce, je trouve de grands frigos alignés remplis de divers tubes. Tout ça me fait froid dans le dos. C'est horrible ici. Je file, traversant le mur à droite, cherchant à m'éloigner de cette ambiance angoissante et collante. Ma fuite est stoppée net par une vision encore plus incroyable et perturbante que tout le reste. Je tombe sur une salle gigantesque, une sorte de hangar sans fin. Elle est remplie d'au moins une centaine de capsules transparentes verticales. Ces cylindres de verre et d'acier sont reliés au plafond par d'épais câbles et des tuyaux qui semblent injecter ou aspirer quelque chose. À l'intérieur, un liquide clair mais visqueux clapote doucement, maintenu sous une lumière bleutée et artificielle. Il y en a tellement devant moi, et chacune est occupée par un être humain en sommeil, ou peut-être mort, je n'en sais rien. Je m'approche de la capsule la plus proche. À l'intérieur, il y a un homme d'une vingtaine d'années. Il me donne la sensation étrange d'être vide. Je regarde sur les parois, cherchant un nom, un matricule, n'importe quoi, mais il n'y a rien. Ni nom, ni âge. Il n'existe pas. J'observe son visage, il a l'air paisible, mais comme s'il n'était pas vivant, mais pas mort non plus. C'est très perturbant. C'est comme un contenant vide attendant d'être rempli. Ah, c'est une vision d'horreur. Il y en a de toutes les tailles, de tous les âges, de tous les sexes. J'observe même, avec un nœud à l'estomac, des enfants figés dans ce liquide épais. Je continue mon exploration vers des voix que j'entends au fond de la salle. En m'approchant, j'observe 2 hommes simplement assis à une table, discutant. Je ne fais pas attention à ce qu'ils disent car mon attention se fixe sur ce qu'il y a juste à côté. Je m'approche pour observer de plus près et je vois un homme allongé sur ce qui ressemble à un lit d'hôpital. Il ne ressemble pas aux autres soldats. Il n'a pas la même carrure ni même la même coupe réglementaire. On a l'impression que son rôle n'est pas d'être sur le terrain. Son écusson lui aussi est différent. Il est là, branché à des machines contrôlant sûrement ses différentes constantes. Il a l'air seulement endormi. Lui, je sens qu'il est bien vivant par contre. Et il ne m'inspire rien d'agréable. Je ne me sens pas bien du tout à côté de lui.
tout ici me donne la chair de poule. Ce rêve est vraiment étrange. Dernier chapitre, niveau -6. Vous n'avez rien à faire là, comment êtes-vous entré? Je sursaute violemment. Derrière moi, un homme me fixe. Mais ce n'est pas n'importe qui, je le reconnais. Je me retourne, interdite, vers l'homme allongé sur le lit, totalement branché, puis je regarde de nouveau celui qui est debout devant moi. Mon regard fait des allers-retours frénétiques entre les deux. C'est le même, c'est n'importe quoi, j'y comprends plus rien. Un malaise profond m'envahit, une sensation de vertige, c'est totalement inconcevable. Comment peut-il être allongé là, inconscient, et debout devant moi en même temps? Comment c'est possible? Balbutiai-je. Vous pouvez me voir? Il ne répond pas et enchaîne sur un ton menaçant. Vous êtes qui? Vous avez été envoyé par quel peuple? Cet homme ne m'inspire rien de bon. Je sens le stress monter, mon cœur se serrer, mais je lui réponds sur la défensive, essayant de masquer ma peur par l'arrogance. Mec, tu te calmes. Je suis dans mon rêve, je fais ce qui me chante. Je peux te faire disparaître d'un revers de la main, alors fous-moi la paix, ou même mieux. Explique-moi ce que c'est tout ça. L'homme se stoppe dans son élan et m'analyse. Partout où son regard se pose sur moi, il déclenche des frissons de dégoût, comme si une main glacée rampait sur ma peau. Il cherche à savoir la vérité. Son visage passe de l'étonnement à la curiosité, puis à quelque chose de beaucoup plus sombre, complètement déformé par un sourire carnassier. Devant moi, je n'ai plus l'impression d'avoir un homme, mais quelque chose de beaucoup plus noir et menaçant. D'une voix sourde, comme si elle sortait de sous la terre, il me lance. « Sauf que tu ne rêves pas. » Et d'un bond, il se jette sur moi. « Oh bordel !» Je l'esquive de justesse, mon cœur manquant d'exploser dans ma poitrine. Je m'enfuis vers le haut à toute vitesse, volant à travers plusieurs plafonds, traversant le béton et l'acier, jusqu'à ce que son rire glaçant finisse par disparaître. J'arrête ma course à un étage qui me semble désert, assez loin de cet homme trop flippant. Je fais une pause, essayant de calmer mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Ce rêve est trop réaliste, il me met dans tous mes états. Allez, respire. C'est toi le maître du rêve, non? Après quelques instants, j'observe les alentours. Sur les murs en béton, un chiffre est peint en gros caractères jaunes. -6. L'éclairage est fade, blafard, rien à voir avec la lumière naturelle et vivante du vaisseau. Je laisse mon instinct me guider dans les couloirs froids jusqu'à percevoir une bande d'adolescents, entre 13 et 16 ans, je pense. Mon cœur se serre. Ils sont eux aussi en uniforme, le crâne rasé. Ils ne devraient pas être là. Ils devraient vivre une vie paisible, réaliser leurs rêves, pas être enfermés sous terre, formés de force, loin de leur famille. Un espoir fou me broie la poitrine. Et si ce n'était pas un simple rêve? Et si je visualisais la base où se trouve mon fils? Je décide de les suivre pour en avoir le cœur net. Ils s'arrêtent devant une porte, des douches et des toilettes communes. Leur comportement est suspect, agité. Ils sont 5, remontés comme des horloges et s'apprêtent à faire une bêtise. J'entends des « on va se les faire » qui ne me disent rien qui vaille. Un des gamins m'effraie particulièrement. Il dégage quelque chose de sombre, de sale. Pourtant, physiquement, c'est un adolescent normal, brun, 14 ans environ. Il a l'air comme en état de manque. Ils entrent dans la pièce. Je leur emboîte le pas et les voix éclatent. Je ne vois pas encore toute la scène, mais j'ai l'impression d'en reconnaître une. Mon cœur loupe un battement. « Vous êtes venus à plusieurs comme des lâches !» Les larmes me montent aux yeux. Devant moi, le groupe se scinde en deux, me dévoilant 2 jeunes garçons. L'un est brun, grand, la peau mate. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je ne m'y attache pas car à ses côtés, bravant le groupe, la tête haute, il y a lui, mon fils, Lucas.
Une déferlante d'émotions m'envahit. Je pleure de joie, de tristesse. Il est là, juste devant moi. Il a l'air plus âgé. Cette observation me déchire. Depuis combien de temps il est là, seul, à devoir se débrouiller? Il porte cet uniforme immonde et cette coupe rasée. Mon amour, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'élance pour lui parler, pour le toucher, mais je me retrouve clouée au sol, je ne peux plus bouger. J'essaye de toutes mes forces, mais rien n'y fait. D'actrice de ce rêve, je suis devenue spectatrice. Mais pourquoi? Mais mon fils est là, je veux être avec lui. Lucas, je suis là! Je hurle jusqu'à sentir mes poumons brûler, mais il ne m'entend pas. Pire, je sens qu'un drame se prépare, une tension malsaine sature l'air. Une bagarre va éclater. Ils sont 2 contre 5. Lucas et son ami ne se démontent pas. Le premier assaillant charge Lucas, visant le visage, mais mon fils bloque le coup avec précision et riposte instantanément. Son ami plonge dans la mêlée. C'est une explosion de violence, de bruits sourds, de coups de poing, des impacts de pieds contre le béton. Un craquement sinistre résonne dans la pièce, un nez qui casse. Un des attaquants s'effondre, les mains sur le visage, le sang giclant entre ses doigts. Un deuxième se retrouve hors jeu, sonné. Ils ne sont plus que 3 contre 2. Lucas a la lèvre fendue, son ami une ecchymose qui gonfle déjà sur la pommette, mais ils tiennent bon. Il se défend avec rage et une efficacité que je ne lui connaissais pas. Mon âme saigne de ne pas pouvoir intervenir. Je crie mon impuissance. Le voir blessé est pour moi intolérable. Lucas essaye d'engager une discussion, tentant de calmer le jeu, et c'est là que je le vois. L'un des 3, celui que j'avais repéré comme étant le plus agité, sort un couteau. Il le dissimule d'un geste sec. L'éclat de la lame me glace d'effroi. « Lucas, il a un couteau !» J'essaye de le prévenir, de hurler, de faire n'importe quoi pour qu'il m'entende. Je sens qu'un drame, quelque chose de terrible, de pas normal est sur le point de se produire. Mais à ce moment précis, une force invisible m'aspire hors de la pièce. Je lutte de toutes mes forces pour rester, je m'accroche à l'air, au béton, à l'image de mon fils. « Lucas !» Les 3 garçons s'avancent vers lui et son ami et les entourent. « Non, vous allez les tuer, non !» C'est trop fort. L'aspiration me fait décoller du sol et je disparais hors du bâtiment, projeté dans le ciel à une vitesse fulgurante, traversant les couches de l'atmosphère jusqu'à me retrouver dans le vide noir de l'espace. « Lucas !» Je me redresse d'un bond en sursaut. Je suis de retour dans la petite salle sous le dôme. Je touche mon corps, mes bras, mes jambes. J'ai la chair de poule. Mon cœur est complètement emballé. Il frappe contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je suis de nouveau là, sur le vaisseau, dans le corps d'Anya. Non, 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 non! Je me lève et je hurle ma frustration, ma rage. Laisse-moi y retourner. C'était quoi? Un rêve, une vision, juste mon imagination? C'était tellement réel. Je fais les 100 pas dans la salle, incapable de me calmer. Je sens qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est là, dans l'air, mais c'est comme inaccessible. Ce n'était pas un rêve, j'en suis sûre. Les sensations étaient trop vives. Je n'ai jamais fait de rêve aussi structuré, aussi clair. Mais alors, c'est quoi? Une vision? Est-ce que ça vient de cette grande intelligence? Si c'est le cas, c'est d'une cruauté sans nom. Pourquoi tu m'as montré ça? Lucas, je le sens au fond de moi, il ne réchappera pas à cette bagarre. À cette compréhension, mes forces m'abandonnent. Je m'écroule, les 2 genoux sur le sol, complètement anéantis par ce que je viens de réaliser. Je viens de voir peut-être la fin de la vie de mon fils. Mais pourquoi m'avoir montré ça? Dis-je dans un souffle. Pourquoi me tortures-tu avec cette vision? Le dôme s'agite. La lumière se fait plus vive et le décor change sur seulement un des murs cette fois. Je revois la terre et en un zoom complètement accéléré. Je vois la France, la région centre, Orléans, puis une route, un trajet,
Un paysage défile à toute allure. Pour aller où? J'ai ma réponse assez rapidement. Je reconnais l'endroit. Je ne pourrai jamais l'oublier. La base militaire. Je ne comprends rien. C'était donc pas mon imagination ou une vision métaphorique? La base existe réellement? Je sens que oui. Ok, j'essaye un truc. C'est en direct? Je sens que oui, c'est improbable. Je ne saisis pas tout, mais c'est comme si j'avais l'information de je ne sais où, comme une évidence. Je me poserai des questions plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir. Montre-moi mon fils. Au bout de quelques secondes, qui me paraissent interminables, l'image se met en mouvement, traversant des murs jusqu'à un réfectoire au niveau -2. Des dizaines d'enfants et d'adolescents mangent bruyamment sous l'œil de plusieurs surveillants. L'image se fige sur une table où je vois mon fils discutant avec son ami et un autre groupe d'adolescents. Ma voix tremble. C'est en direct, c'est bien vrai? Je sens que oui. Je ressens un immense soulagement. Les larmes coulent toutes seules sur mon visage. Je me lève, fébrile. Toutes ces émotions ont épuisé mes nerfs. Je m'approche du mur où se projette l'image et je pose mes doigts de lionne sur le visage de mon fils. Il est là, il est vivant. Je respire de nouveau. Je me tourne dans la pièce, essayant de comprendre, parlant à quelque chose que je ne vois pas. Pourquoi m'avoir montré tout ça? C'était juste horrible. Mais nécessaire. La réponse résonne en moi, limpide. Nécessaire? Mais nécessaire pourquoi? L'image bouge pour montrer une autre table, celle des adolescents qui les ont attaqués. Ils regardent la table de mon fils avec agressivité. Oh non, pas encore. Ok, respire. Je sens que la réponse n'est pas loin. Je la sens là, à l'intérieur, mais plus j'essaye de l'attraper, plus elle s'éloigne. L'image revient sur mon fils. Je m'assois juste devant le mur et je l'observe, refusant même de cligner des yeux pour ne pas perdre une seconde de lui. Il rigole à une blague d'un de ses copains. Quel âge a-t-il maintenant? Il a l'air d'aller bien malgré tout. Est-ce que l'attaque va avoir lieu? Ce n'était pas juste imaginé? Mon cœur se serre, j'ai ma réponse. C'est comme si j'avais pu voir son avenir ou un avenir possible. C'est ignoble de me montrer ça alors je ne peux pas agir. Je me relève et refais les 100 pas quand une idée folle me traverse l'esprit. Elle me stoppe, net. À moins que... C'est une idée brève, comme une ampoule qui s'allume dans mon cerveau. Une évidence qui fait gonfler mon cœur d'espoir. Et si tout m'avait été montré pour que j'agisse justement? Pour que je change l'avenir et que je sauve mon fils? Tout mon être me souffle que oui. Fini les larmes. Un sourire rayonnant a pris place et je suis envahie d'une énergie nouvelle, prête à tout. Je me tourne vers la projection comme une nouvelle promesse. Tiens bon, mon amour, j'arrive. À suivre. Et voilà, c'est la fin de ce premier livre, Nos amis mortels. Merci infiniment pour votre écoute. Merci d'avoir aimé et écouté cette histoire. Cette histoire qui est venue à moi et qui s'est dévoilée au fur et à mesure des mots écrits sur le papier. Au départ, c'était juste une histoire de science-fiction qui restait dans ma tête, et au fur et à mesure, c'est devenu plus intime, comme si ça dévoilait mes peurs, mais aussi ça m'apportait une vision plus haute qui m'a permis de prendre du recul. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur vos différents ressentis, si vous avez des questions ou autres. Après, il y a encore plein de choses à développer et je suis d'ailleurs en train d'écrire le tome 2 sur mon petit cahier. Et on va retrouver bien sûr Lucas, Léa, ainsi que les veilleurs et autres.
et je suis très honorée d'écrire leur histoire. Quand j'aurai fini le tome 2, j'aurai besoin de lecteurs pour m'aider à identifier s'il y a des incohérences, des coquilles ou juste donner un avis sur l'histoire. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous l'enverrai dès qu'il sera prêt. Merci infiniment d'avoir écouté ou lu cette histoire. Je suis très heureuse de la voir vivre. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous.